Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Aurélien Ries. Je suis le fondateur d'une très jeune société qui s'appelle Cloudrift, que j'ai fondée cette année, qui s'occupe de cloud security principalement. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet du talk aujourd'hui. Donc aujourd'hui, de quoi je veux parler, c'est en fait de vous aider à, je suppose que la plupart d'entre vous utilisent le cloud dans leur organisation, c'est de vous aider à comprendre un petit peu quelles seraient les premières étapes si vous voulez mettre en place une politique de sécurité de votre cloud, et principalement de son infrastructure, quelles seraient les premières étapes par lesquelles commencer. Donc en fait, ces étapes, elles vont se reposer sur trois piliers. On va parler de la sécurité, de la gestion des accès à l'identité, ce qu'on appelle l'Identity and Access Management, du monitoring, et ensuite je vais avoir un slide sur un point sur le réseau, parce que souvent le réseau c'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé, donc avec les admins réseau, je voudrais juste mettre une emphase sur un point, et aussi, comme on dit, for the sake of time, donc je vais rester un petit peu plus direct sur le réseau. Donc sans plus attendre, on va parler de l'Identity and Access Management. Alors le premier point vraiment qui est important de mettre en place, c'est une gestion centrale des utilisateurs. Donc quand on commence sur le cloud, généralement, je ne sais pas, on va ouvrir un account AWS, on va s'amuser un petit peu avec, après on va en ouvrir un deuxième, un troisième, on va essayer de les relier. Et souvent la tentation est grande d'avoir des utilisateurs locaux. Donc ça marche au début quand on fait des proof of concept, mais dès qu'on va vouloir scaler à une échelle un petit peu plus grande, ça ne fonctionne plus. D'autant plus que, à part des utilisateurs humains, après on va avoir d'autres systèmes qui vont se connecter. Donc ici j'ai représenté Google, on va avoir aussi des applications, on va avoir tout un écosystème de choses, de gens ou d'applications qui vont vouloir se connecter à mon cloud et utiliser les ressources. Donc pour ça, ça va être vraiment important de centraliser la gestion des identités à un seul endroit. Donc généralement, une bonne pratique, c'est d'utiliser un identity provider, de faire de la fédération d'identités. Et ça va nous permettre de centraliser la gestion donc, des utilisateurs, des permissions et des rôles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une condition sine qua non. Il faut vraiment passer par là. Donc maintenant, j'ai défini mes utilisateurs, tout le monde est dans un repository central. La prochaine étape, ça va être de donner des permissions. Donc tous ces gens-là, toutes ces applications-là, elles veulent faire des choses avec mes ressources cloud, elles veulent lire des bases de données, elles veulent accéder à des buckets, elles veulent utiliser des API. Il va falloir leur donner la permission, parce que généralement, le cloud, ça ferme tout par défaut. Donc on va leur donner des permissions, et ces permissions, généralement, pour que ça soit plus gérable, on va les regrouper sous des rôles. La première question qu'on va se poser, ok, c'est mais quel rôle créer? Donc souvent, c'est un des premiers problèmes qu'on va rencontrer. C'est pas si compliqué que ça en fait. D'abord, on peut partir de ses besoins applicatifs. Je vais me dire, ok, voilà, j'ai une application, de quoi elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? Quelles interactions elle a besoin? Elle doit se connecter à telle base de données, elle doit déposer des fichiers dans telle bucket, elle doit se connecter à telle API, elle échange via tel protocole avec telle autre application ou telle autre VM. Bah, tout ça, déjà, ça me donne une idée. Tout ça, c'est des permissions. Ça me donne une idée de permissions que je vais pouvoir affecter à cette ressource pour qu'elle puisse faire des choses. Et je vais regarder si d'autres applications ont à peu près les mêmes besoins. Je vais essayer de les paramétrer, de rendre ça un peu générique. Et j'ai des rôles. Déjà, je vais avoir des rôles applicatifs. Et la même logique va également s'appliquer pour les rôles plus pour des utilisateurs, donc les besoins métiers. Par exemple, dans mon organisation, imaginons j'ai des data engineers. Je vais me rendre compte que mes data engineers, ils vont avoir besoin d'avoir accès à mes data lakes, certaines bases de données, des clusters de data warehouse, mais sûrement ils vont avoir peu d'intérêt pour mes serveurs IoT par exemple. Donc typiquement, je vais avoir déjà une liste de permissions qui sont nécessaires pour ce rôle. Et donc c'est comme ça qu'on peut déjà commencer par définir des permissions et des rôles. Là, premier écueil, il ne faut pas créer trop de rôles. Il faut éviter d'avoir quasiment un rôle par utilisateur ou vraiment des centaines et des centaines de rôles parce que ça devient difficile à gérer. Il y a un peu trop de permissions dans tous les coins et ça augmente ça augmente la surface d'attaque. On donne plus de possibilités à un potentiel attaquant d'exploiter un de ces rôles qui serait mal géré. Deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est réglementer l'accès aux rôles les plus puissants. Donc forcément, dans l'organisation, vous aurez besoin de rôles un petit peu plus admin, ou alors des rôles pour la sécurité. Donc si on a une organisation avec beaucoup de comptes ou de subscriptions, s'il y a un souci de sécurité, souvent on va avoir un rôle très puissant pour les équipes de sécurité, qui leur permet de se connecter n'importe où et de faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc ça, ces rôles, il faut les réglementer et vraiment contrôler leur accès. Et justement, quand on parle de réglementer l'accès aux rôles les plus puissants, donc on parle d'une opposition. S'il y a des rôles plus puissants, ça veut dire qu'il y a des rôles moins puissants. Et un rôle moins puissant, c'est un rôle dont on a limité les privilèges, on a limité les permissions. Et ça porte un nom. Donc en français, c'est le principe du moindre privilège, donc le principle of least privilege. Et ça, c'est très important dans le cloud. Et donc souvent, ce que tout le monde va faire, c'est qu'on va vraiment faire attention de bien l'appliquer aux principles, donc aux permissions et aux rôles qui vont être affectés à des utilisateurs ou à des applications. Mais il y a une deuxième chose, dans le cloud, on peut aussi l'affecter aux ressources. Donc par exemple, on peut avoir une base de données.
pour lequel je peux contrôler l'accès. Donc typiquement, dans mon organisation, je vais dire, OK, ben, c'est mes principals, je vais dire qui peut accéder à la base de données ou non. Seulement, si ma base de données, par exemple, tourne sur le cloud AWS, je peux très bien lui donner un accès direct à un partenaire qui tourne aussi sur AWS, mais pas dans mon cloud à moi, mais aussi sur AWS. Mais là, je n'ai pas d'accès à ces principals. Je ne peux pas modifier les permissions de ces utilisateurs. Ces utilisateurs ne sont pas chez moi. Et donc, du coup, je peux faire une policy au niveau de la ressource et définir aussi des permissions. Et là, souvent, c'est là que le bas blesse, ce que j'ai vu par expérience de nombreux audits de sécurité, que les permissions sur les ressources, elles sont un petit peu trop lâches, on va dire. Une fois que j'ai créé mes rôles et mes permissions, a priori, je peux avoir envie de me détendre, mais le problème, c'est que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. Les permissions, ça va être quelque chose qui va vivre. Donc, mon organisation, à moins qu'elle soit en train de faire faillite, elle va généralement évoluer, elle va grossir, il va y avoir de plus en plus de services, et souvent mes développeurs vont vouloir avoir accès à un nouveau service qui vient de sortir sur Azure, par exemple. Et ben, s'ils n'ont pas les permissions, il va falloir que je modifie leur rôle, que j'ajoute les permissions pour utiliser ça. A contrario, ça peut être aussi dans l'autre sens. On peut avoir des services qui coûtent trop cher à l'utilisation, et on a décidé de restreindre l'accès à ces services. Donc les permissions vont vivre, ça va être quelque chose de vivant. Et c'est la même chose pour les principals et les rôles. Donc il va falloir mettre en place des mécanismes pour s'assurer que les principals et les rôles qui sont mis sont pertinents et par exemple sont utilisés. Si j'ai un utilisateur qui ne s'est pas connecté depuis 6 mois et qui en plus a des long-term credentials, donc par exemple sur AWS une access key, il y a un fort risque que, puisqu'il n'utilise pas le cloud, peut-être que sa clé, elle est stockée je ne sais pas où en clair, et du coup, il vaut mieux désactiver cet utilisateur. Et donc ce ménage permanent, il va falloir le faire de manière récurrente, ainsi que mettre en place des mécanismes d'alerte sur l'utilisation de ces rôles. Et comme les rôles, comme les permissions et les principals évoluent, eh ben, il va falloir remettre à jour ces mécanismes d'alerte. Enfin, la dernière chose qui concerne l'Identity and Access Management, c'est ce qu'on appelle les barrières de sécurité. Donc, dans le cloud, c'est les guardrails. Donc là, on va en avoir principalement de deux types. La première, ça va être de limiter l'accès à certains services, certaines régions, certaines fonctionnalités. Par exemple, je peux très bien donner la permission à mes développeurs de lancer des virtual machines. C'est très bien. Par contre, il y a des virtual machines avec 768 Go de RAM, 225 vCPU qui coûtent 11 000 $ de l'heure, par exemple chez AWS. Bon, ça, on va essayer que même par accident, un développeur, par accident, en lance une, se rende compte au bout d'une semaine et que je me retrouve avec 100 000 $ sur ma facture. Donc, c'est un exemple comme un autre, mais on peut mettre en place ce type de barrière de sécurité. Un deuxième type de barrière, ça va être le renforcement du contrôle d'accès. On va parler de mettre en place un MFA ou, par exemple, d'obliger mes utilisateurs à se trouver sur le VPN de l'entreprise pour pouvoir accéder à la console cloud. Et évidemment, tout ça, on va le faire de manière transversale à l'organisation. Donc ça va être facile à gérer et facilement, ça va vraiment scaler avec mon organisation. Donc pour récapituler, l'idée, ça va vraiment être de centraliser pour simplifier la gestion des utilisateurs, d'avoir uniquement des rôles qui sont pertinents pour mon organisation, de s'assurer que je n'ai que les permissions nécessaires pour faire ce que j'ai à faire, de mettre en place des garde-fous, mais attention de ne pas limiter l'innovation. Le but, ce n'est pas la value proposition du cloud. Le but, c'est quand même de laisser les gens être flexibles, expérimenter des choses, mais il faut quand même des garde-fous. Et enfin, d'avoir une culture de contrôle et d'amélioration continue. Deuxième pilier dont je voulais vous parler, c'était le contrôle et la visibilité, donc le logging and monitoring. Donc ça, c'est assez facile à comprendre conceptuellement. L'idée, c'est que je collecte de l'info, je la mets quelque part, je la recoupe, je l'analyse, et après, par rapport à ce que j'ai trouvé, je vais réagir. Donc la première chose à faire, c'est activer les logs. Mais bon, les logs, on parle de quoi? Parce qu'il y a des logs absolument partout. Premier log important, ça va être tout ce qui est log important d'infrastructure. Par exemple, les logs de trafic réseau. Ça peut être des logs applicatifs pertinents. Si j'ai des applications qui sont business critical pour mon organisation, ça peut être pertinent de récupérer ces logs-là. Les logs de certains services cloud. Si j'utilise une base de données qui est managée par mon cloud provider, on va souvent avoir des access logs. Donc on sait qui se connecte et qui fait quoi sur la base de données. Ça peut être intéressant de récupérer ça. Si j'utilise certains services de sécurité de mon cloud provider, je peux aussi récupérer les logs si c'est pertinent. Si j'ai déjà une solution de la marketplace qui fait la même chose, ça ne sert à rien. Ici, vraiment un écueil, c'est que la quantité ne signifie pas la pertinence. Si vous ramenez 12 pétobytes de log par jour, c'est super, mais déjà ça va vous coûter une blinde et en plus, vous allez juste noyer sous le bruit d'informations les informations qui sont réellement nécessaires pour faire du contrôle et du monitoring. Maintenant, j'ai mes logs, mais je les mets où? Donc si on ne sait pas où les mettre, il faut se rappeler du but qu'on essaye de poursuivre. Ce qu'on essaye de faire avec cette collecte de logs, c'est de surveiller l'activité et de détecter les anomalies qui peuvent se passer. Donc l'idée, c'est que peu importe la taille de mon organisation, je vais essayer de mettre ça dans un endroit central, qui va vraiment centraliser absolument tout, et qui soit dédié à la sécurité. Donc il faut que les accès soient extrêmement limités, il faut que ce soit vraiment comme un coffre-fort.
Une fois que j'ai toutes mes données à cet endroit-là, bah là j'ai plein d'options. Soit je peux partir vers des trucs un peu plus bas niveau, mais qui vont être puissants, comme Elasticsearch, mais je vais avoir besoin de beaucoup d'huile de coude, mais par contre je pourrais tout faire. Sinon, je peux utiliser des outils comme des SIEM, comme Datadog, où là je vais avoir des dashboards out of the box, mais par contre bah, ça va être un petit peu moins customisable, et puis ça va me coûter sûrement un petit peu plus cher. Maintenant j'ai mes logs, cool, mais j'en fais quoi? Donc là, l'idée, quand on fait de la sécurité, c'est de corréler les informations. Donc par exemple, on sait qu'on a une ressource qui a peut-être été compromise, une machine virtuelle. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé, quel log j'ai concernant cette machine virtuelle sur une certaine période de temps. Et en recoupant les informations, on va se rendre compte qu'il y a eu des événements de sécurité. Ces événements de sécurité, c'est important de ne pas créer un dashboard dans un coin qui est juste vu par deux gugus de la sécurité. Il faut essayer de l'intégrer au process de la société. Donc si la société tourne sur Jira, idéalement, créer des tickets automatiquement dans Jira pour alerter les gens pour qu'il se passe quelque chose. L'idée, c'est de pas d'avoir la sécurité dans l'ombre, c'est que ça devienne une préoccupation de tout le monde. Important, c'est vraiment d'automatiser au maximum et dès le début. Parce qu'une organisation, à moins qu'elle soit en train de faire faillite, généralement elle grossit. Il y a de plus en plus de services, de plus en plus d'applications. Donc son empreinte sur le cloud va grandir. Et vous serez constamment en train de courir après les alertes de sécurité, de courir après tous les éléments à mettre en place. Il faut absolument automatiser dès le départ parce que sinon vous allez perdre la guerre. Et enfin, je conseillerais vraiment au départ de se concentrer sur les alertes de sécurité plus que sur les problèmes de compliance. Donc quelle est la différence? Si par exemple j'ai une machine virtuelle qui tourne dans un réseau privé virtuel donc, qui est privé, donc qui ne devrait pas avoir accès à Internet, et elle a le port SSH d'ouvert, elle a le port 22 d'ouvert. Et normalement, ça ne devrait pas être le cas. Bah, donc ça, c'est pas normal, c'est pas bien, ça fait courir un risque, mais c'est un problème de compliance. On va dire que c'est pas compliant avec les règles de sécurité que je vais mettre en place. Par contre, si j'ai les preuves que quelqu'un s'est introduit sur cette machine et est en train de récupérer, de siphonner des données, essayer de les sortir, ça c'est une alerte de sécurité. Et donc au départ, il vaut mieux se concentrer sur les alertes de sécurité plutôt que les problèmes de compliance, parce que de la compliance, il y a plein d'outils qui vont faire ça, même dans les cloud providers. Et donc ça, pour moi, ça viendrait plutôt dans un deuxième temps. Ensuite, bah, vraiment, le pas naturel, ça va être d'essayer de faire adopter une culture de sécurité partout dans votre organisation. Comment on peut faire ça? On peut identifier et classifier les problèmes récurrents dans mon organisation, pas dans un truc idéal, etc. Chez moi, qu'est-ce qui se passe généralement? Et de mettre en place d'abord des mécanismes pour détecter ces problèmes et après les prévenir. Alors les prévenir, ça ne veut pas toujours dire scripter comme des fous pour essayer de tout automatiser. Là, pour le coup, on peut très bien avoir effectivement des scripts qui automatiquement, des réponses automatiques qui vont régler le problème tout de suite, mais ça peut aussi se reposer sur un process. On peut avoir un process et expliquer à tout le monde, même si derrière, je recommande quand même d'avoir un petit dashboard qui monitore si les gens suivent le process, et juste pour être sûr, quoi. Après, pour faire en sorte que mon équipe de sécurité quand même puisse dormir la nuit, c'est de se préparer aux incidents. Donc ils peuvent se préparer aux incidents, essayer de se dire, OK, qu'est-ce qui a le plus de chances de se passer? Si j'ai pas de serveur IoT, a priori, j'ai peu de risques qu'il se passe quelque chose côté IoT. Donc par rapport à mon organisation, mon infrastructure, qu'est-ce qui a le plus de chances de se produire et comment je réagirais si ça se produisait? Et à partir de là, on va créer des playbooks ou des runbooks plus ou moins compliqués. Donc généralement, par expérience, ils ne seront jamais suffisants, ça ne va jamais couvrir 100% du besoin, mais par contre, au moins, ça enlève beaucoup de stress. Il se passe quelque chose, on a déjà au moins un plan de bataille. Après, on adaptera au fur et à mesure, mais on a déjà une base de départ. Et enfin, bien sûr, il faut avoir une équipe de sécurité qui soit formée à toutes les technologies qui sont utilisées, notamment au cloud, et bien sûr dimensionnée. Donc si vous avez 3 personnes pour 2500 développeurs, ça va de toute façon être un petit peu compliqué. Donc pour récapituler sur ce pilier, on va collecter les infos nécessaires, organiser et rendre exploitables ces informations, générer des événements qui vont être pertinents de cette masse d'informations et pouvoir y réagir. Et enfin, vraiment inscrire la sécurité comme un pilier de l'organisation. Donc côté de sécurisation du réseau, donc comme je vous ai dit, ça va être très light. Je vais simplement vous parler d'une chose, puisque le temps va me manquer, c'est de comment mettre en place une architecture adaptée au contrôle. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a en gros une partie privée qui est en rouge, et ça, c'est quelque chose, je peux en avoir plein, je peux avoir des centaines et des centaines de réseaux privés virtuels, c'est mon organisation. Mais derrière, quand ils ont besoin de sortir ou d'avoir de l'information qui rentre depuis l'extérieur, l'idée c'est que je veux contrôler cette information. Et là, je n'ai pas envie d'avoir des milliers de points d'adhérence avec l'extérieur. Je vais réduire ces boîtes vertes, donc qui, elles, donnent l'accès ou permettent l'accès de l'extérieur ou vers l'extérieur. Et ici, je vais mettre du contrôle d'accès. Et ça n'est possible que si vous avez certains types d'architecture, comme par exemple un hub and spoke, qui va permettre d'avoir autant de boîtes rouges qu'on veut d'un côté, mais avec un nombre très limité de boîtes vertes de l'autre côté qui vont permettre le contrôle d'accès. Okay, je vais passer là-dessus pour sauter à ma conclusion. Donc l'idée, c'est vraiment que je vous ai parlé de ces 3 piliers.
Donc ces trois piliers, c'est pas la totalité de la sécurité, mais croyez-moi vraiment par expérience, il y a beaucoup d'organisations qui de toute façon déjà ne maîtrisent pas bien ces piliers. Donc si là vous commencez là-dessus et que vous avez une véritable excellence sur ces piliers, déjà vous aurez fait une énorme partie du chemin. Et ensuite vous pouvez vous intéresser à d'autres sujets comme la sécurisation des applications, la protection des données avec la cryptographie et la gestion des permissions de qui peut écrire, qui peut lire, la disponibilité des applications ou encore les standards de compliance. Donc, vous rendre conforme au CIS benchmark, au PCI DSS, au HIPAA, à n'importe quel standard qui pourrait être intéressant pour votre organisation. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation, je vous remercie. C'était un peu rapide, mais voilà, je suis disponible si vous avez des questions.